Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oui, parce que ce que Dickey, donc que je reviens à lui, montrait, c'est que il y avait du côté des Africains, ils étaient face à l'Angleterre seule. Mais des divisions à la fois, disons, de caractère ethnique, pour faire vite, entre peuples du Delta et les autres, et parmi les peuples du Delta, des divisions entre, on va dire, grands chefs ou grands hommes. Et c'est ça qui a fait que ils n'ont pas réussi à faire bloc. De la même manière, quand on voit dans la région où l'on est, alors la région est fractionnée, mais ces gens ont une sorte quand même d'identité, en tout cas des intérêts communs, parce qu'ils ont été mêlés à des siècles de traite et d'esclavage tous ensemble. Il y a eu peut-être aussi des mouvements de va-et-vient qu'ils connaissaient. Il y a eu des tentatives d'établissement missionnaire. L'un des espaces a été saccagé, détruit par les Hollandais au XVIIe siècle, donc ils connaissaient ce monde extérieur. Mais d'abord, chacun des groupes, des espaces politiques a voulu se débrouiller tout seul. Donc la région de Libreville, la région de Port-Gentil, la région de Fernand-Vaz, la région de Luango, chacun a voulu jouer pour soi, alors que ces gens se connaissaient et se fréquentaient les uns les autres, ils étaient même parents. Et à l'intérieur de chacun de ces espaces, chacun a voulu jouer son propre jeu. Et ça, pour nous, je dirais, avec la culture de l'époque, de ces années 60, c'était clair que ce qui nous est arrivé dans les années 60, quand nous avons en fait perdu la bataille de l'indépendance, c'est que chacun a voulu jouer son jeu. À la fois, chacun des territoires a voulu jouer son jeu, et à l'intérieur de chaque territoire, chacun des groupes politico et autres, et à l'intérieur des groupes, parfois des personnes ont voulu jouer leur propre jeu. Alors que, si on voit les choses dans une histoire plus large, dans les autres espaces qui sont devenus autre chose, on se rend compte que les gens ont essayé de faire bloc. Les Noirs américains ont essayé de faire bloc dans la période d'avant la guerre. Aux Antilles et en Amérique du Sud, c'était beaucoup plus compliqué peut-être parce que ils n'ont pas compris toute la stratégie de branqueamento, de blanchissement, et ils ont cru qu'ils étaient toujours dans la stratégie esclavagiste, alors que c'était en train de partir. En revanche, quand vous voyez le Japon, c'est la même période. Hein. Les Japonais sont ouverts en 1850, donc c'est la même chose que nous. Les Japonais ont fait bloc. Quand vous regardez la Chine est ouverte en 1839-1840. Les Chinois ont fait bloc successivement. Autour des Taiping, puis autour de la révolution manquée de 98, puis autour des Boxers, puis finalement autour de Sun Yat-sen. Ça, nous n'avons jamais pu faire la même chose. Et c'est évident que à un moment donné, c'est peut-être l'exception, en Afrique du Sud, comment dire, chacun avait essayé de les réunir, mais il a été trahi. Ensuite, ils se sont bien rendus compte qu'en jouant chacun son jeu, ils se sont tous fait avoir par les Anglais. Et donc, l'une des choses intéressantes dans leur histoire, c'est que pratiquement au même moment qu'il y a la révolution chinoise, la création du Congrès national indien, c'est dans cette période 1890-1910 environ qu'ils créent l'African National Congress, qui finalement, dans la longue durée, va s'avérer comme étant une force très importante. Et nous, on n'a jamais réussi. Et donc, quand on ne réussit pas la transition politique, ça veut dire que
les impératifs intellectuels, culturels et peut-être idéologiques de la transition, on ne les a pas compris. Parce qu'on pense que l'accent est ailleurs. Et quand on ne met pas les forces ensemble, ben, je veux dire, on ne comprend rien. On parle quelquefois des leçons de l'histoire, mais je pense que notre continent a le malheur, je pense, de ne pas s'intéresser assez à l'histoire. Parce que ça serait une très grande école pour nous. Non, je crois qu'il y a quelque chose d'africain là-dedans, parce que dans cette période-là, je pense jusqu'aujourd'hui, les aînés en âge, ou les aînés en titre, ou en quelque forme que ce soit, considéraient que c'était de leur devoir de dire aux cadets, attention, faites attention à ça, ça et ça. Parce qu'on pensait que nous avions un destin commun, des impératifs communs, et qu'il fallait privilégier cela. Et les cadets n'étaient pas du tout choqués qu'on leur dise fais attention, ne fais pas ci, fais plutôt ceci. Et cet impératif-là, j'ai l'impression que ça a disparu, enfin, ça s'est amoindri à un certain moment. Je ne sais pas quand exactement, mais ça s'est amoindri. J'ai l'impression que c'est peut-être au moment le plus fort, la fin de la décennie 70, la décennie 80 et la décennie 90. Ça ne passait plus. Moi, je vois, j'ai des frères ivoiriens. J'ai dit tout à l'heure que l'avant-dernier agrégé d'histoire avant moi est un Ivoirien, que j'ai toujours considéré comme un grand frère. Et d'ailleurs, je dirais que dans ma culture, que j'ai hérité de cette époque, un grand frère est toujours un grand frère, quoi qu'il fasse. Donc, on a évoqué Youssouf Tata Cissé. Youssouf, je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Donc, on ne discute pas d'égal à égal. Je pense que j'ai plus à recevoir de lui que je ne peux lui donner. Et si lui est intelligent, c'est lui qui va me dire ce qu'il voudrait savoir de moi. Donc cette relation de seniorité, qui est une relation extrêmement importante, je crois que nous l'avons un tout petit peu perdue. Mais maintenant que j'enseigne de plus en plus sur le continent, j'ai l'impression que nos échecs peut-être nous apprennent qu'il faut apprendre des aînés. Et je vois notamment dans une partie de la jeunesse le retour de ce sentiment de seniorité, mais qui aujourd'hui est troublé un peu par le fait que il y a d'autres réseaux de caractère politique notamment qui font qu'un cadet qui est quelque part dans le pouvoir politique croit qu'il est l'aîné de celui qui n'y est pas, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que la seniorité intellectuelle, elle est acquise à perpète. La seniorité politique, elle est très temporaire. C'est une question vraiment cruciale et que nous n'abordons jamais véritablement de fond, parce que, comment dire, il y a la question des rapports entre plusieurs légitimités. La légitimité politique n'est pas la même chose que la légitimité intellectuelle. Et ce que j'explique aux gens de plus en plus fermement, c'est que la légitimité intellectuelle, elle est acquise une fois, mais pas une fois pour toutes. Il faut constamment l'entretenir, la renouveler, l'enrichir. Donc, Joseph Kizerbo, dans les années 1990, de ma part,
recevait le même respect que le Joseph Kizerbo des années 1960, parce qu'il avait continué à enrichir sa pensée, et j'étais certain qu'on apprenait toujours quelque chose auprès de lui. Et même si lui-même, il lui arrivait de dire « Elikia, j'aime beaucoup ceci, ceci et ça », ou dire « ce que tu fais est bien parce que ». Cette légitimité intellectuelle-là que nous avons, personne ne peut nous l'enlever. Et souvent, les intellectuels ne savent pas que personne ne peut le leur enlever. La légitimité politique, c'est autre chose. Alors, le parti unique a fait que, en fait, il n'y avait pas de légitimité, puisque c'est le grand chef qui disait « tu es ceci et cela ». Et aujourd'hui, nous sommes dans un système, en principe, pluraliste et compétitif, où, comment dire, on passe par les urnes pour avoir cette légitimité, mais le plus souvent en foulant aux pieds les règles minimales de la légitimité intellectuelle, parce qu'on va raconter des mensonges aux gens pour se faire élire. Et donc, on voit bien dans toutes les élections que nous avons, le fait que quelqu'un qui connaît les choses va dire « élisez-moi parce que si vous m'élisez, je vous garantis que dans 5 ans, nous allons supprimer la pauvreté. » Et sans dire comment nous allons la supprimer. Et donc, l'une des idées que je développe et qui n'est pas très facile à accepter, c'est que nous, les intellectuels, nous devons assumer la totalité de notre condition. Et donc, considérer que nous n'avons pas vocation à devenir des politiques. Et montrer aux politiques qu'ils ne doivent pas avoir peur de nous. Parce que notre légitimité à nous, elle est acquise à perpète. La leur, elle est provisoire. Et leur montrer que pour que eux soient légitimes, il ne suffit pas qu'ils se fassent élire. Il faut qu'ils posent leur action par des œuvres. Et pour faire ces œuvres, ils ont besoin de nous. Parce que nous savons quels sont les problèmes et comment on peut les résoudre. Donc, le général de Gaulle, c'est un bon exemple. Quand le général de Gaulle prend le pouvoir en 1958, la France est dans une situation chaotique. Il dit, qu'est-ce que je fais du franc? Il réunit 2 équipes d'économistes. Un groupe dit, il faut dévaluer et créer un nouveau franc. Un autre groupe dit, surtout ne pas dévaluer. Et de Gaulle leur dit, mais l'un dit ça, l'autre dit ça. Et les gars lui répondent, les 2 choses que nous disons sont vraies dans nos démarches. C'est à vous maintenant de décider. Parce que la légitimité que vous avez vous permet de dire « je prends ça plutôt que ça ». Et vous allez dire au peuple pour quelle raison vous avez choisi ça. Donc tant qu'on n'a pas ça, je veux dire, et nous avons bien vu que dans l'histoire du continent africain, très souvent, les intellectuels ont commis des bêtises graves et parfois même des crimes. Moi, un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est l'antimodèle par excellence, c'est Kofi Bousia. Kofi Bousia, multidiplômé des universités anglaises, avec des thèses en sociologie, des thèses en fait colonialistes. Avant la colonisation, nous étions, bon, plus ou moins, les colonisateurs sont venus, il y a eu le christianisme, il y a eu la nation, il y a eu les routes, il y a eu ça, et maintenant, nous devons, en quelque sorte, continuer cette œuvre. Sur le papier, ça va, mais Kofi Bousia au pouvoir, mais c'était la catastrophe, c'était même criminel, parce que non seulement la corruption est devenue gigantesque, mais en plus l'efficacité sur le terrain n'était pas visible, avec des problèmes ethniques et autres. Quant au panafricanisme, on a jeté ça à la poubelle, puisqu'il a été l'un des premiers dirigeants africains à expulser massivement les alliances, les étrangers, ivoiriens, nigérians, togolais et autres. C'est vraiment un très 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 grand deal. Alors, mes collègues profs expliquent que notre légitimité intellectuelle souffre d'une visibilité sociale médiocre, parce que nous n'avons pas les attributs de la notoriété aujourd'hui. L'argent
les bagnoles, la maison, d'une certaine qualité de vie. Nous n'avons pas ça, et donc les gens ne nous respectent pas. Je dis, mais c'est un combat qu'il faut mener. Si on mène ce combat, on va y arriver. Je prends l'exemple du Congo. Pourquoi un député a eu une indemnité parlementaire de 7, 8 ou 9 000 dollars, alors qu'un prof d'université full a un salaire de 2 000 dollars. Alors que, je dois dire, un policier, un soldat a un salaire de 70 dollars. Donc c'est tout un système. Si les intellectuels, je crois qu'eux peuvent l'expliquer, que cette chose-là, cette situation-là, ça ne nous conduira nulle part. Au mieux, ça peut conduire à des émeutes, à une explosion, mais certainement pas au renforcement des liens à l'intérieur de la nation, et même justement à la sortie de cette fameuse pauvreté. À un moment donné, des problématiques sont apparues qui justement opposaient tradition et modernité. On la voit apparaître assez clairement, cette problématique, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'ONU, toute une série d'institutions inscrivent ça dans les choses qu'il faut étudier. Donc il fallait faire passer, en les aidant, entre guillemets, les sociétés africaines et quelques autres de la tradition vers la modernité. Sans qu'on sache d'ailleurs si dans la... D'abord, qu'est-ce que c'était que cette tradition? Si dans la tradition, il n'y avait pas des choses à conserver, et qu'est-ce que c'était que la modernité? Alors, beaucoup disaient, la modernité, c'est l'industrialisation. D'autres disaient, la modernité, c'est le développement, plus largement que l'industrialisation. D'autres ajoutaient encore, la modernité, c'est l'émergence de ces groupes sociaux ou classes sociales intermédiaires qui seraient porteurs justement de ces idées nouvelles. Mais on doit dire que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, un certain nombre d'intellectuels, je dirais, africains, se sont un peu cramponnés à la tradition en disant c'est notre patrimoine en quelque sorte, on ne veut pas la changer sans condition et sans inventaire. Certains d'entre eux, je pense notamment autour de Présence africaine et de quelques autres réseaux, se sont, comment dire, agrippés à ce que certaines branches de la pensée coloniale disaient. Moi, je trouve, je regarde avec beaucoup de suspicion l'écho considérable qu'a eu le livre du père Tampels sur la philosophie bantoue, qui a créé tout un courant autour de ça. Et au fond, en disant, les Bantous, les Africains, etc., ont leur propre philosophie, qui a sa cohérence, qui a sa rationalité, etc., etc. En oubliant que le bon père Tampels disait... mais ils ne sont pas opposés à nous. Ils veulent devenir chrétiens. Donc c'est une fausse tradition. Parce que lorsque les Chinois, les Indiens, les Japonais parlent de tradition, c'est des traditions vivantes qui sont dans l'histoire. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Paulin Oundtongui, qui du coup donc a été un véritable aîné pour moi, c'est le fait qu'il est rentré là-dedans
en disant qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas de texte, qui n'a pas de référent, et qu'on balance pas. Alors du coup, il y a une philosophie rwandaise, du coup, il y a une philosophie ethnique, etc. Et l'Afrique, là-dedans, qu'est-ce qu'elle devient? Et donc, les bons chercheurs ont montré que, en fait, l'Afrique a toujours été dans une sorte de modernité. Donc, quelqu'un comme Georges Balandier et quelques Dickey que je citais tout à l'heure, ou Kwame Nkrumah dans sa version d'intellectuel, ont bien montré que l'Afrique a été constamment dans la modernité et que la dite modernité européenne, elle se confronte avec d'autres processus de modernisation qui sont des processus africains. Et donc, par exemple, on a très bien montré que ce que Shaka Zulu a fait en Afrique du Sud, certains ont dit, l'ont comparé à des tas de gens, ce qu'il a fait n'était pas différent de ce que Bonaparte était en train de faire en France. C'est-à-dire construire une nation, forgée, réunifiée, dans une espèce de sursaut de violence contre soi et de violence contre les autres qui ne sont pas soi. Et naturellement, derrière les autres, il y a les Européens. Ou encore, Balandier lui-même va montrer que la traite des esclaves, la dite traite, elle ne s'est pas faite comme ça. C'est que, très tôt, que ce soit en terre d'islam, que ce soit en pays de nouveau christianisme, ou que ce soit dans des régions de croyances, de pratiques religieuses païennes, il y a toujours eu une réponse à ça. Et l'une de ces réponses, ça a été la constitution de ce que nous appelons aujourd'hui les ethnies. Et donc, il y a eu une modernité africaine qui peut-être n'a pas eu toute la possibilité de s'épanouir dans ces contextes différents parce qu'il lui a manqué peut-être, je ne sais pas, une sorte de combativité ou un esprit de conquête qu'on trouvait dans d'autres cultures, mais cette modernité africaine, elle était toujours là. Notre problème à nous, dans les années 40 et 50, était de savoir sur quoi allons-nous nous appuyer. Sur cet élan qui est le nôtre propre, ou sur ce que les autres disent de nous. Les autres, c'est donc soit l'Occident, ci-devant colonisateur, devenu brusquement apparemment gentil, qui parle de développement, etc., ou soit de ces idées nouvelles que l'URSS va porter, que la Chine va porter aussi, mais à l'époque on connaissait plus l'URSS que la Chine, ou soit encore de ces autres idées que l'Inde, du Pandit Nehru, ou l'Indonésie et plus tard les pays de l'Afrique du Nord, Nasser et d'autres, vont porter. Donc la guerre froide est devenue, comment dire, une sorte de prison intellectuelle et politique où, comment dire, quand on n'était pas avec l'un, on était avec l'autre. Et donc, quelle est la formule que Poulon Tonji a connue, avait lancée? On n'était pas communiste, on était réputé communiste à partir des actes que l'on posait. Et donc, par exemple, à la FEANF, la question était très très clairement posée. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à tout cela? Et c'est vrai que ceux des acteurs de notre continent, je dirais les meilleurs, ont très clairement expliqué que la guerre froide était peut-être une opportunité, mais que ce n'était pas un enjeu africain. Et Lumumba, qui est un héros pour moi, peu de temps avant sa mort, interrogé par des journalistes étrangers, dit « Je ne suis pas pro-soviétique ou pro-américain, je suis pro-congolais ».
Il dit, je suis ici au Congo comme l'étaient les Robespierre, les Bonaparte et autres pour la France. Je veux le bonheur de mon pays. Mais à l'époque, vouloir le bonheur de son pays, ça voulait dire que forcément, on voulait dévier et changer par rapport aux deux camps. Et je pense que la compétence intellectuelle nous a manqué à ce moment-là pour véritablement voir les enjeux de notre situation. La qualité était là de la compétence intellectuelle, c'est peut-être le nombre qui a manqué. Parce que Cheikh Anta, dès 1948, publie un papier fameux, « Quand commencera-t-on à parler de renaissance africaine ?» Et son papier se situe véritablement à l'écart de ces deux écoles. Malheureusement, il était diabolisé par les uns, méconnu par les autres, et beaucoup de ces gens ont parlé un peu dans le désert. Une question posée, quelle modernité pour l'Afrique? Quelle modernité pour l'Afrique? Et je crois que l'une des conditions, c'est justement que les intellectuels fassent vraiment leur boulot d'intellectuel. Et l'autre condition, c'est que l'Afrique se prenne elle-même en charge et pense à partir de ce qu'elle a à dire. Donc moi qui suis d'Afrique centrale, je pense que l'un des dangers qui nous guette aujourd'hui, c'est l'agression et l'agressivité de ces soi-disant religions nouvelles qui sont une catastrophe pour le continent africain. Tous ces évangélismes qui racontent aux gens que c'est Dieu qui fait l'histoire et que ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire. On dit, mais sur quoi l'on tombe? Et l'un des dangers, l'un des risques, c'est que ça commence déjà, hélas, que les intellectuels se laissent emporter dans ce mouvement et finalement reprennent à leur compte ce discours-là. Bon, le CODESRIA, donc le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, est un excellent pari. Le pari partait d'un constat, c'est que il y avait un nombre de plus en plus important de chercheurs et de savants africains, notamment dans le domaine très large, disons, des sciences sociales. Ça va de l'histoire, de l'ethnologie, de l'anthropologie, de la sociologie, disons, classique, à l'économie politique, aux sciences du développement, aux sciences de la pensée, à la sociologie politique, à la science politique, au droit, etc. Et le deuxième pari du CODESRIA, c'était que, bien sûr, les Africains avaient les compétences pour penser, réfléchir, travailler sur les sociétés africaines, mais ils avaient aussi les compétences pour penser, réfléchir et parler sur le monde en général. Parce que l'une des caractéristiques de l'Afrique, c'est que sur la très longue durée, l'Afrique est constamment présente dans le monde et dans les différentes phases de ce qu'on appelle la mondialisation. Elle est constamment là, souvent avec des rôles tout à fait majeurs. Et donc en combinant ces deux choses, la compétence sur l'Afrique et la particularité de l'histoire africaine d'être à la fois dans le monde et en même temps de conserver ces lignes de force qu'on peut appeler traditionnelles d'elles-mêmes, on doit pouvoir formuler une pensée qui soit, on va dire, géographiquement basée sur le continent africain, qui soit une pensée savante mais en même temps soucieuse d'efficacité, de telle sorte que
les États africains, les organisations économiques régionales africaines et l'OUA et l'Union africaine dans ces différentes structures, peut-être aussi les États étrangers qui veulent travailler avec le continent, puissent utiliser ça. La chose était tout à fait bien partie. Avec ce qu'on a réussi à l'époque, c'est de mettre ensemble francophones, anglophones, lusophones, hispanophones, arabophones. Je me souviens de séminaires très importants que nous avons tenus sur, à l'époque on disait le renouveau de l'islam et autres, qu'on a tenu à Tunis en particulier, avec des débats extrêmement passionnants, avant que nous arrivions au phénomène du djihadisme. Alors, la question, qu'est-ce qui fait que finalement ça n'a pas marché? Il y a autre chose qu'on a réussi aussi, c'est que les seniors suscitent un travail parmi les juniors et les aident, y compris financièrement, à émerger et à dire ce qu'ils ont à dire. Et en même temps, à faire en sorte, c'était un peu à la mode, mais ce n'était pas seulement à la mode, de faire que dans l'histoire de l'Afrique, les femmes ont toujours joué un rôle très important. De donner aussi la parole à, justement à ces femmes. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement, c'est aller un peu à volo. Bon. Il y a une chose déjà, je pense que l'argent est toujours une grande question. Il nous a manqué les moyens financiers qui nous soient propres. Et donc, du coup, les bailleurs de fonds étrangers avaient quelque chose à dire sur les lignes de force de notre réflexion. Est-ce que c'était pertinent ou non? Quand on a affaire à des États nordiques, nos rapports d'ailleurs avec ces États nordiques sont un peu compliqués parce que la Suède, le Danemark, tout ça ont un passé africain chargé par la traite. On a l'impression que c'est un peu la réparation qu'ils sont en train de faire. Donc ils ne sont pas très interventionnistes. Mais enfin, ils sont quand même un peu regardants. Et donc, c'est étonnant, nous n'avons jamais réussi à mobiliser les ressources. Dans l'histoire de l'Afrique, un seul pays a mobilisé les ressources pour la recherche et pour la pensée. C'est le Ghana de Kwame Nkrumah. Depuis, rien. Alors, donc, je veux dire, ça devient un peu difficile. Et moi, je soupçonne, comment dire, les Occidentaux, quelquefois, d'être très attentifs à ce que nous faisons. C'est que nous avons un eurotropisme ou un occidentalotropisme dans l'intelligentsia africaine. Alors si je dis ça, on dira oui, mais Likia, tu parles, mais toi-même. Bon, j'ai mon histoire aussi que les gens peuvent voir. C'est que à un moment donné, moi j'appelle ça le complexe de capitaine.